Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 au sommaire de l'actualité ce soir. Diplomatie, l'Amamra transmet un message du président Bouteflika à son homologue tanzanien et s'entretient avec le président sud-africain Jacob Zuma. Financement des partis politiques, promulgation prochaine des textes réglementaires. L'université algérienne à la loupe, une commission nationale d'évaluation des établissements de l'enseignement supérieur installée. International, qui succédera à Barack Obama? La course à la Maison-Blanche est ouverte. Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, les éléments des gardes-côtes d'Oran, 2e région militaire, ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 44 personnes à bord de 3 embarcations, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Par ailleurs, nous apprenons que 28 candidats à l'émigration clandestine, dont des mineurs, ont été interceptés hier jeudi au large de la plage de Bahara, dans la wilaya de Mostaganem. Ces haragas originaires tous de la wilaya de Chlef ont été interceptés par les gardes-côtes aux environs de 4 heures du matin à bord d'une embarcation à moteur au nord de la plage de Bahara, à Oued Bouralem, à 90 km à l'est du chef-lieu de wilaya. Diplomatie, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Ramtan Lamamra, a transmis à Dar Salam un message de félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au nouveau président de la Tanzanie, John Magufuli, à l'occasion de son accession à la magistrature suprême de son pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Compte rendu de Yamina Bahir. Dans son message, le président de la République a exprimé ses vives et chaleureuses félicitations du peuple et du gouvernement algérien, ainsi que ses vœux de plein de succès au président Magufuli dans les nouvelles et nobles fonctions qu'il assume. Je me réjouis de la qualité des relations de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays et vous assure que ma disponibilité à œuvrer avec vous à les renforcer davantage au bénéfice de nos deux peuples amis et au service des objectifs de paix, de sécurité et de développement de notre continent, a ajouté le président de la République dans son message. Monsieur Lamamra a été reçu jeudi à Dar es Salaam, en Tanzanie, en marge de la cérémonie d'investiture du président tanzanien par le président sud-africain Jacob Zuma. Monsieur Lamamra a également rencontré ses homologues sud-africains, Maïté Nkoana Massaban, tanzanien, Bernard Mambe et zimbabwéen Sembarash Mumbenjegui. Les entretiens ont porté notamment sur les progrès réalisés en matière de développement des relations de coopération entre l'Algérie et ses pays, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Financement des partis politiques, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a affirmé que les textes réglementaires définissant les modalités de mise en œuvre des dispositions contenues dans la loi organique relative aux partis politiques du 12 janvier 2012, notamment le volet relatif à leur financement, seront bientôt promulgués. En réponse à une question orale lors d'une séance plénière à l'Assemblée populaire nationale sur l'application de l'article 63 relatif au financement des partis politiques, M. Bedoui a précisé que ces textes réglementaires devront conférer plus de précision et transparence aux modalités d'accès des partis politiques aux aides financières de l'État. Plusieurs articles contenus dans la loi organique régissent l'aspect relatif au financement et définissent les modalités de gestion des aides financières octroyées par l'État aux partis. Une instruction a été donnée à cet effet pour l'application de l'article 58 de cette loi organique qui prévoit que le parti politique agréé peut bénéficier d'une aide financière de l'État selon le nombre des sièges obtenus au Parlement et le nombre de ses élus dans les assemblées, a expliqué le ministre. Il a en outre rappelé les efforts déployés par son département ministériel en vue de traiter tous les textes réglementaires relatifs à la réforme politique. Ces textes, qui se trouvent actuellement au niveau du secrétariat général du gouvernement, sont en voie de finalisation pour être débattus et enrichis, a-t-il souligné, affirmant que des efforts sont consentis avec les autorités concernées pour la publication d'autres textes réglementaires dans le journal officiel. Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khawa, a souligné les efforts de l'État dans la prise en charge de l'enseignement au profit des enfants de la communauté algérienne en France à la faveur de l'École internationale algérienne et du Centre culturel algérien de Paris. Yamina Bahir nous détaille le sujet. Monsieur Kawa a précisé lors d'une séance plénière à l'APN que l'École internationale algérienne de Paris, ouverte en 2001, assure l'enseignement dans les différents cycles au profit des enfants de notre communauté en France. L'établissement assure la scolarisation de 427 élèves, dont 244 dans le cycle primaire, 112 dans le moyen et 71 dans le cycle secondaire.
Quant au Centre culturel algérien de Paris, inauguré en 1983, le ministre a fait savoir que cette institution, qui renferme 30 000 ouvrages, dont 2 000 sur l'Algérie, organise des manifestations scientifiques et des activités culturelles en direction des ressortissants algériens en France. Évoquant les élèves algériens scolarisés dans des écoles françaises, M. Hawa a rappelé la convention signée avec la France en 1981 pour l'enseignement de la langue et de la culture d'origine. Selon les chiffres de 2014, quelques 1200 écoles primaires et 33 collèges français ont enseigné la langue et la culture d'origine conformément au programme arabe unifié au profit des enfants de la communauté maghrébine en France, a-t-il dit. Le service chargé de l'enseignement de la langue et de la culture d'origine assure des cours de langue arabe et amazigh à près de 35 000 élèves encadrés par 400 enseignants d'origine algérienne, a précisé le ministre, ajoutant que toutes les prestations pédagogiques assurées à ce titre sont prises en charge par l'Algérie qui y consacre 4 millions d'euros par an. Enseignement supérieur, le ministre du secteur, M. Tahar Hadjar, a installé au siège du ministère la Commission nationale d'évaluation des établissements de l'enseignement supérieur qui sera chargée du suivi des objectifs tracés par le secteur. Yamina Bahir. M. Hadjar a souligné que les membres de la commission s'attelleront à faire le point de la situation dans les établissements de l'enseignement supérieur et verront sur la mise en œuvre des programmes arrêtés et des objectifs du secteur, ajoutant que les résultats sur le rendement de ces établissements permettront de faire le point de leur fonctionnement. Cette commission sera chargée de l'examen des rapports d'évaluation interne des établissements d'enseignement supérieur, ce qui permettra, selon lui, de redynamiser le développement et l'auto-évaluation des universités pour améliorer leur rendement selon les besoins de l'environnement économique et social. Outre des représentants du secteur de l'enseignement supérieur, la commission est composée de représentants d'autres secteurs et des compétences algériennes à l'étranger. M. Hadjar a estimé par ailleurs que la conférence nationale sur le système licence-master-doctorat, LMD, prévue en décembre prochain, constituera une occasion pour évaluer ce qui a été réalisé dans ce sens et examiner les dysfonctionnements enregistrés. C'était Mehdi Zarouki. International, les Américains éliront dans un an le successeur de Barack Obama. Clinton, Trump, Carson, Bush, rarement la course à la Maison-Blanche n'a été aussi ouverte entre un parti démocrate en quête d'un triplé historique et un parti républicain en crise identitaire. Plus de détails avec Yamina Bahir. Aucun sujet de campagne ne s'impose non plus, ni le terrorisme comme en 2004, ni l'économie comme en 2008. Les candidats débattent de la guerre en Syrie, de la menace russe, de liberté de religion, des armes à feu, du sort des clandestins, de l'inégalité des richesses, des tensions entre noirs et policiers. Chez les démocrates, 3 candidats officiellement et 2 en réalité se disputent l'investiture présidentielle, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton, 68 ans, et le sénateur Bernie Sanders, 74 ans. Hillary Clinton, bien que sa cote se soit affaissée, reste la préférée des électeurs démocrates en vue des primaires, plus de la moitié la soutiennent. Chez les républicains, 14 hommes et une femme sont candidats aux primaires du parti. Dopé par une ouverture médiatique permanente, le milliardaire Donald Trump, 69 ans, a dominé les sondages parmi les républicains depuis juillet. Mais depuis quelques jours, le neurochirurgien à la retraite, Ben Carson, 64 ans, le rattrape. À eux deux, ils recueillent la moitié des intentions de vote des républicains. Une douzaine de candidats dits traditionnels, sénateurs et gouverneurs, se partagent l'autre moitié, comme les sénateurs Marco Rubio de Floride et Ted Cruz du Texas, ou l'ex-gouverneur de Floride, Jeb Bush, l'héritier de la dynastie Bush, qui est tombé à la 5e place dans les sondages des primaires et tente de persuader ses soutiens qu'il n'est pas sous perfusion. Rwanda, les premiers ordinateurs Made in Africa sont produits à Kigali. Brésil, un village englouti par une spectaculaire coulée de boue, bilan 17 morts. Et en Syrie, du gaz moutarde, substance chimique interdite, utilisée lors de combats. Enfin, aux États-Unis, marchent des millions de masques à Seattle contre le pouvoir. C'est le monde d'aujourd'hui, en bref, avec Yamina Bahir. Des ordinateurs Made in Africa. Ça existe au Rwanda. Positivo BGH est un partenariat d'entreprises argentino-brésilien qui se présente comme l'un des 10 plus grands groupes informatiques au monde. Le constructeur a choisi Kigali pour sa première implantation en Afrique. Le projet a mis moins d'1 an à se concrétiser et la chaîne de production tourne déjà à plein régime. En effet, l'entreprise a signé en novembre 2014 un contrat avec le ministère de l'Éducation rwandais pour devenir le fournisseur du programme Smart Classroom. Un barrage qui cède, une coulée de boue, un village englouti et au moins 17 morts.
Tel est le dramatique bilan de l'effondrement d'un barrage minier jeudi dans le sud-est du Brésil. Des corps ont été trouvés dans la nuit de jeudi à vendredi et le bilan de 17 morts va s'alourdir selon le responsable des pompiers. Les recherches ont duré toute la nuit dans une situation difficile car il y avait beaucoup de boue et déchets miniers et pas d'électricité. Ce vendredi matin, des bulldozers travaillent déjà pour dégager les routes obstruées par la coulée de boue et déchets miniers et permettre le passage des véhicules de secouristes. Les hélicoptères ont repris aussi le survol de la région. Du gaz moutarde a été utilisé cet été lors de combats en Syrie, a confirmé pour la première fois l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Pour l'instant, aucun responsable n'est pointé du doigt. Un gaz de sinistre mémoire. Les experts en armes chimiques de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques ont conclu que ce gaz asphyxiant avait été utilisé le 21 août dans une ville de la province d'Alep, au nord du pays. Des patients soignés dans un hôpital d'Alep rattaché à Médecins sans frontières avaient évoqué un obus de mortier dégageant un gaz jaune dans leur maison. Les accusations de recours aux armes chimiques par le groupe terroriste Daesh se sont multipliées ces derniers mois, en Irak comme en Syrie. Des manifestants ont défilé dans les rues de Seattle contre les institutions à l'occasion de la marche des millions de masques. Les masques à l'effigie de Guy Fawkes, devenu symbole du mouvement Anonymous, étaient nombreux. Des affrontements ont éclaté jeudi soir entre police et manifestants anticapitalistes dans le centre de Londres. 50 personnes ont été arrêtées pour troubles à l'ordre public. Des policiers blessés ont été transférés à l'hôpital, a indiqué la police. La marche a eu lieu le jour de Guy Fawkes, célébré chaque 5 novembre en Grande-Bretagne pour fêter l'échec de l'attentat fomenté par ce catholique qui a voulu dynamitiser le Parlement britannique en 1605. Science à présent, les éruptions solaires auraient provoqué la disparition d'une grande partie de l'atmosphère de Mars dans la jeunesse de la planète rouge. C'est ce qui ressort de 4 études publiées dans la revue américaine Science. Mehdi Zarouki nous fait le point. L'érosion des vents solaires est un mécanisme important de perte de l'atmosphère et était suffisamment importante pour entraîner un bouleversement du climat martien, a estimé Joe Grabowski, responsable scientifique de MAVEN au centre Goddard des vols spatiaux de la NASA. Des mesures de la haute atmosphère martienne montrent notamment un taux d'échappement dans l'espace des flux de particules ionisées 10 fois plus rapide que la normale pendant une éruption solaire survenue au printemps dernier. Cela donne une bonne indication du mécanisme par lequel Mars a pu perdre une grande partie de son atmosphère pour devenir le grand désert aride d'aujourd'hui, explique Bruce Jakowski de l'Université du Colorado à Boulder, l'un des auteurs de ces travaux. Étant donné que ces éruptions devaient se produire plus fréquemment que l'enfance du système solaire, ces chercheurs suggèrent que les taux d'échappement des particules formant l'atmosphère de Mars étaient largement liés à la grande activité du Soleil. Les instruments de MAVEN ont fourni une visualisation du champ magnétique martien, bombardé par des jets de matière ionisée pendant la puissante éruption du Soleil du mois de mars dernier. Mars semble avoir possédé une atmosphère épaisse et suffisamment chaude pour que l'eau puisse y couler, ce qui est un ingrédient essentiel à l'existence de la vie telle que nous la connaissons. A noté John Gransfeld, responsable des missions scientifiques à la NASA. Comprendre ce qui s'est passé avec l'atmosphère martienne nous éclairera sur la dynamique et l'évolution de toute atmosphère de planète. On termine avec du sport. À une semaine de la rencontre décisive entre la Tanzanie et l'Algérie le 14 novembre prochain, Christian Gourcuff a dressé une liste de 25 joueurs comptant pour le tour des barrages des éliminatoires Coupe du Monde 2018 en Russie. Une liste de 25 joueurs dans laquelle on trouve les retours attendus de Raïs Mboulhi et Djemal Msbah et celui moins attendu de Adlen Guedioura ainsi que la première convocation de Rami Bensbaini qui crée la surprise. Wahb Raïs Mboulhi dans les bois refait surface comme prévu à la faveur de 4 matchs joués avec sa nouvelle équipe en Turquie depuis le début de la saison. Guedioura, quant à lui, et après plusieurs mois d'absence, a été réintégré dans le groupe. Sa présence est expliquée par la méforme de Nabil Bentaleb et la récente blessure de Abid Zefan. Zefan aussi revient et ce, malgré une situation difficile dans son club employeur. Boudebouz réintègre lui aussi à nouveau le groupe. Gourcuff ne semble pas vouloir l'éliminer de ses plans et préfère lui accorder ainsi une nouvelle chance. Voilà qui termine ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.